On s'est tous déjà énervé contre un site web ou une application qui ne marche pas comme on veut, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez ça, mais tous les jours. C'est la réalité pour des millions de personnes en situation de handicap. En France, heureusement, il y a une réponse à ça, le RGAA. C'est en gros le mode d'emploi officiel du gouvernement pour que le numérique soit accessible à tout le monde. Allez, on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Alors pour y voir clair, on va suivre un petit plan en 5 points. D'abord, on va définir c'est quoi au juste l'accessibilité numérique. Ensuite, qui est concerné par la loi, qui doit s'y plier. Après, on verra comment on fait concrètement pour être en règle. Et puis, comment on le prouve avec la fameuse déclaration. Et pour finir, on jettera un œil aux quelques exceptions à la règle. Allez, on attaque. Première étape, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? C'est le fondement de tout. Le terme peut paraître un peu technique, mais l'idée, elle, est super importante. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La définition officielle, c'est de rendre les services accessibles aux personnes handicapées. Bon, en clair, l'idée, c'est que le web doit être utilisable par absolument tout le monde. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'une personne malvoyante, par exemple, doit pouvoir utiliser un lecteur d'écran pour naviguer. Ou qu'une personne qui ne peut pas se servir d'une souris, eh bien, elle doit pouvoir tout faire avec son clavier. L'objectif, c'est vraiment de faire sauter les barrières numériques. Et tout ça, ça repose sur 4 grands principes, 4 piliers. Ce n'est pas une invention française, ça vient des standards internationaux. Le premier, perceptible. Le contenu doit pouvoir être vu ou entendu. Un exemple tout bête, mettre un texte pour décrire une image. Le deuxième, utilisable. Il faut que tout soit accessible. Par exemple, juste avec un clavier. Troisième pilier, compréhensible. La navigation doit être logique, on ne doit pas se perdre. Et enfin le quatrième, robuste. Le site doit marcher avec toutes les technologies, y compris les outils d'aide comme les lecteurs d'écran. Voilà, c'est un peu la recette de base pour un web qui n'exclut personne. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la grande question c'est qui doit respecter tout ça? Qui est légalement obligé de s'y mettre? Et vous allez voir, la liste est plus longue qu'on pourrait le croire. Alors, quelles sont ces fameuses organisations qui doivent se conformer? Eh bien, la loi est très claire là-dessus. D'abord, sans surprise, tout le secteur public. L'État, les collectivités locales comme les mairies ou les régions, les établissements publics, bref, tout ce qui est service public. Mais ça ne s'arrête pas là. Sont aussi concernées les entreprises privées qui ont une mission de service public. Et même, et c'est un point important, les très grosses entreprises privées, celles qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, l'idée, c'est vraiment de couvrir les services les plus utilisés par tout le monde. Et attention, il ne s'agit pas juste des sites web. L'obligation, elle, couvre vraiment tout l'écosystème numérique. On parle des applications mobiles, bien sûr, des logiciels, mais aussi du mobilier urbain numérique. Oui, les bornes interactives qu'on trouve dans les gares, les distributeurs de billets, tout ça doit aussi être accessible. Ok, donc on sait de quoi on parle et on sait qui est concerné. Maintenant, la question 1 million, comment on fait? Concrètement, c'est quoi le chemin à suivre pour être conforme? Le processus est assez logique. Il se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, il faut planifier. On établit une sorte de feuille de route sur plusieurs années. Ensuite, et c'est une étape clé, on audite. On fait un diagnostic complet du site, un peu comme un contrôle technique pour une voiture, pour voir ce qui ne va pas. Troisième étape, évidemment, on corrige. On répare tout ce qui a été identifié pendant l'audit. Et enfin, la dernière étape, c'est de déclarer. On publie un document qui dit où on en est, en toute transparence. C'est un cycle en fait, une boucle d'amélioration. Et cette dernière étape, la déclaration, elle est super importante. Parce que ce n'est pas tout de faire le travail, il faut aussi le prouver. Et cette preuve, c'est un document officiel, la déclaration d'accessibilité. C'est la vitrine de tout le processus. Et attention, cette déclaration, ce n'est vraiment pas juste un bout de papier administratif. C'est bien plus que ça. C'est un engagement public. C'est l'organisation qui dit, noir sur blanc, voilà où on en est aujourd'hui et voilà ce qu'on s'engage à faire pour s'améliorer. C'est un vrai acte de transparence. Et dans cette déclaration, il y a une sorte de note de conformité. C'est assez simple. Soit c'est la conformité totale, 100% des critères sont respectés, c'est le top. Soit c'est une conformité partielle, si on est au-dessus de 50%, et si on est en dessous de 50%, eh bien c'est la non-conformité. C'est un indicateur très clair qui montre d'où l'on part et tout le chemin qui reste à parcourir. Mais ce document ne donne pas juste un score, c'est un vrai outil pour les gens qui utilisent le service. Il doit lister précisément ce qui n'est pas encore accessible et pourquoi. Il doit aussi, si possible, proposer des solutions de contournement. Et surtout, il doit donner un moyen de contact facile pour signaler un problème. Et en dernier recours, il explique même comment contacter le défenseur des droits. C'est un système qui est vraiment pensé pour redonner la main à l'utilisateur. Bon, pour être tout à fait complet, il faut savoir que la loi n'est pas un bloc rigide. Elle prévoit quelques nuances, des exceptions à la règle pour certains cas bien précis. Et là, il faut bien faire la différence entre deux choses.
D'un côté, on a les contenus qui sont carrément exemptés. Par exemple, une vidéo diffusion en direct ou des archives très anciennes d'avant 2018. Pour ça, la loi dit pas d'obligation, c'est tout. De l'autre côté, il y a un mécanisme plus subtil, la dérogation pour charge disproportionnée. Là, l'idée, c'est que si rendre un contenu accessible représente un effort vraiment démesuré, l'organisation peut demander une dérogation. Mais attention, c'est temporaire, il faut le justifier très sérieusement et surtout, il faut proposer une alternative accessible. C'est une soupape de sécurité, pas une excuse pour ne rien faire. Finalement, quand on regarde tout ça, le RGA, c'est un cadre technique, une obligation légale. La conformité, c'est une obligation. Mais l'inclusion, elle, reste un choix. Et la vraie question, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on se contente de cocher des cases pour respecter la loi, ou est-ce qu'on cherche vraiment à construire un monde numérique où tout le monde, absolument tout le monde, a sa place? Qu'est-ce qui est le plus important au fond?